S'il vous plaît, aidez-moi. Ils sont en train de battre ma maman. Ils ne vont pas arrêter de la frapper. S'il vous plaît, aidez-moi. Ils sont en train de battre ma maman. Ils ne vont pas arrêter de frapper. Sa robe en dentelle rose tremblait comme elle agrippait le bras lourdement tatoué de l'étranger. Les perles colorées dans ses tresses claquaient ensemble comme elle levait les yeux, sa voix se brisant avec pure terreur. La musique dans le salon VIP coupa instantanément. Verres à vin cher gelèrent en plein air. Chaque criminel endurci dans la pièce retenait son souffle. Mais l'homme qu'elle avait choisi d'interrompre n'était pas juste un homme d'affaires. Il était Lee Thain, l'empereur du syndicat coréen, et un homme qui n'avait pas montré de merci ou un sourire en 5 ans. Et ce que l'empereur fit ensuite ne cassa pas juste les règles du monde souterrain. Cela laissa tout le monde en être témoin absolument sans voix. Vous avez besoin de rester jusqu'à la fin parce que la transformation de ce monstre au cœur froid vous choquera jusqu'à l'âme. Avant que nous plongions, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Frappez le bouton d'abonnement pour vous abonner à cette chaîne et commentez ci-dessous d'où vous regardez afin que je puisse vous envoyer spécialement un salut. Maintenant, entrons dans le cœur de l'histoire. La basse de la musique en bas n'était qu'un tremblement lointain dans les planchers, un rappel rythmique du chaos que Lee Thain contrôlait, mais auquel il ne participa jamais. Ici, dans le sanctuaire aux murs de verre du salon VIP du Sapphire Club, le silence était le luxe ultime. C'était un silence froid, cher qui coûtait plus que les bouteilles de Bordeaux millésimées reposant sur les tables en marbre noir. Au centre de la pièce siégeait Thain, l'homme dont les rues chuchotaient comme l'empereur. Il ne ressemblait pas à un homme qui s'inquiétait des descentes de police ou des territoires rivaux. Il ressemblait à une statue taillée dans la glace et le regret. Sa chemise habillée blanche était déboutonnée au col, révélant les écailles complexes d'un tatouage de dragon noir qui s'enroulait sur sa poitrine et disparaissait le long de son cou, une marque permanente du syndicat qu'il dirigeait d'une main de fer. Des anneaux d'or scintillaient sous l'éclairage encastré tamisé comme il faisait tournoyer son vin, ses yeux sombres fixés sur rien en particulier, pourtant ne manquant absolument rien. Aux hommes et femmes en costume d'affaires chic assis autour de lui, Thain était une force de la nature à craindre. Il était l'architecte du monde souterrain de la ville, un homme qui avait consolidé le pouvoir par une cruauté calculée. Il connaissait les histoires. Il se fait qu'il y a 5 ans, Thain avait été différent. Un homme qui riait, qui avait une famille. Mais cet homme mourut le même jour que sa fille. Le Lee Thain qui restait était un fantôme en costume Gucci. Un homme qui avait chirurgicalement retiré son propre cœur pour s'assurer qu'il ne pourrait plus jamais être brisé. Ce soir étaient des affaires comme d'habitude, le briefing hebdomadaire. Ses lieutenants parlaient à voix basse, sur des tons révérencieux, décrivant les prophètes et les territoires. Thain écoutait sans expression, son visage un masque parfait d'indifférence. Il n'avait pas besoin de crier pour commander l'attention. Son silence était assez lourd pour écraser la confiance d'un homme. Dans cette pièce, vous ne parliez pas à moins d'être interpellé, et vous ne mentionniez certainement pas le passé. Le sentiment dans le monde de Thain était une responsabilité. C'était la fissure dans l'armure où le couteau trouvait toujours son chemin. L'air dans le salon était épais, de fumée de cigarettes et de tension. Chaque personne à la table marchait sur des œufs, terrifié de déclencher le dragon. Il pensait qu'il comprenait les règles de ce monde, le pouvoir, la peur et le contrôle absolu. Il pensait que ce soir se terminerait comme tous les autres mardis soirs avec des accords conclus et des ennemis réduits au silence. Mais l'univers a une façon de rire des plans des hommes puissants. Et la forteresse que Thain avait construite pour garder le monde dehors était sur le point d'être violée par la seule chose contre laquelle il ne pouvait pas se défendre. Les doubles portes à l'entrée du salon ne s'ouvrirent pas juste. Elles volèrent en arrière contre les butoirs avec une violence qui fit que 3 lieutenants atteignirent instinctivement leurs pistolets rangés dans leurs vestes ajustées. La sécurité au Sapphire Club était censée être impénétrable.
une forteresse de muscles et de détecteurs de métaux conçus pour garder les menaces dehors, mais l'intrus qui trébucha dans la pièce n'était pas un escadron rival de tueurs ou une descente de police. C'était un flou de rose vif, frénétique. Une petite fille, pas plus âgée que 7 ans, dérapa sur le sol de marbre poli. Sa poitrine était haletante, ses petites chaussures en cuir verni noir glissant légèrement comme elle se démêlait pour trouver pied. Elle semblait avoir été déposée d'une autre planète, une de terrain de jeux et de soleil, directement dans ce purgatoire sombre rempli de fumée. Sa robe en dentelle rose était déchirée à l'ourlet, et ses tresses perlées balançaient sauvagement autour d'un visage luisant de sueur et de larmes. « Hé, arrête !» Un garde du corps hurla, son cadre massif se jetant pour l'intercepter. Mais la peur est un puissant carburant. Elle s'esquiva sous sa main agrippante avec une agilité désespérée. Ses mouvements erratiques et alimentés par pure panique. Elle ne cherchait pas une sortie. Elle scannait la pièce, ses yeux grands, terrifiés cherchant un sauveur parmi les loups. Le client s'assit figé, leurs conversations coupées à mi-phrase, regardant avec un étonnement incrédule comme cet enfant wow à travers le labyrinthe de tables. La plupart des enfants auraient reculé à la vue de Lee Timon, l'encre sombre en spirale sur son cou, la froide indifférence dans ses yeux, et la pure immobilité terrifiante de lui faisait habituellement détourner le regard aux hommes adultes. Mais cet enfant ne tressaillit pas. Peut-être que l'instinct lui dit que l'homme au centre de la tempête était le seul avec le pouvoir d'arrêter la pluie. Elle ne courut pas loin de lui. Elle courut droit vers lui. La pièce devint mortellement silencieuse. Le bourdonnement ambiant de la climatisation sembla soudain assourdissant. La petite fille s'écrasa sur le côté de la chaise de TM, son élan la coupant presque le souffle. Ses mains, minuscules et tremblantes, se refermèrent sur l'avant-bras de Timon. Ses doigts s'enfoncèrent dans l'encre du dragon sur sa peau, agrippant sa chair comme si c'était la seule chose solide restante dans son monde. Elle haleta pour de l'air, un sanglot déchirant sa gorge qui sonnait bien trop lourd pour son petit corps. « S'il vous plaît !» cria-t-elle, sa voix se brisant et résonnant contre les murs de verre. « Vous devez aider. Ils battent ma maman. Ils ne vont pas s'arrêter. » Le silence dans la pièce fut brisé par le pas lourd du chef de la sécurité, une brute nommée Marcus, qui se précipita en avant avec une moue gravée sur son visage. Dans le monde de T-Min, le contact non autorisé était une sentence de mort, et un étranger touchant l'empereur était un échec de l'ordre le plus élevé. Marcus tendit la main, sa main massive se refermant autour de l'épaule de la fille pour la tirer. « Lâche-le !» Marcus grogna, sa voix basse et dangereuse, mais T-Man ne secoua pas l'enfant. Il ne cligna même pas. Il était figé, son regard fixé sur la petite fille tremblante, s'accrochant à son bras. La chaleur de sa main brûlait contre sa peau, un contraste choquant avec le vide froid dans lequel il avait vécu pendant 5 ans. Il la regarda vraiment, et pour une seconde terrifiante, le salon VIP se dissipa. Il ne vit pas une étrangère. Il vit un fantôme. La dentelle rose de sa robe se brouilla dans le souvenir d'une robe similaire quand une qu'elle avait achetée pour une fête d'anniversaire qui n'eut jamais lieu. La terreur dans les grands yeux sombres de Jade reflétait le cauchemar qui se rejouait derrière ses paupières chaque fois qu'il essayait de dormir. C'était le même regard d'impuissance absolue, la même supplique pour la sécurité d'un monde trop cruel pour quelque chose de si petit. Sa fille, Minji, aurait eu cet âge maintenant. Elle aurait eu des tresses comme ça. Elle l'aurait regardé avec cette même confiance désespérée. La glace qui encastrait le cœur de Lee Timon ne fondit pas. Elle se fissura avec la force d'un coup de feu. « Boss, je m'en occupe », dit Marcus, serrant sa prise sur l'épaule de Jada. La petite fille laissa échapper un cri aigu de douleur, reculant devant le garde. Ce son fut le catalyseur. La main de Timon jaillit, saisissant le poignet de Marcus avec une vitesse et une force qui fit haleter le grand homme. La prise était de fer, punitive et absolue. « Laissez-la partir »,
dit T.M.N. Sa voix était à peine un chuchotement, mais elle portait une violence qui fit chuter la température de l'air dans la pièce de 10 degrés. Marcus la relâcha instantanément, reculant avec des yeux écarquillés. « Boss! » T.M.N. l'ignora. Il reporta son attention sur Jada. Il se baissa lentement de sa chaise, s'accroupissant jusqu'à être au niveau de ses yeux. Le mouvement était fluide, mais lourd de but. Le terrifiant empereur du monde souterrain était agenouillé sur le sol d'une boîte de nuit, inconscient des regards choqués de ses lieutenants. Il tendit la main, ses doigts tatoués hésitant pour une fraction de seconde avant de brosser doucement une larme solitaire de sa joue. « Tu as dit qu'il faisait du mal à ta mère, » déclara-t-il, sa voix dépourvue de son froid habituel. « Où? » Jada renifla, pointant un doigt tremblant vers la sortie, vers la dure réalité des rues dehors. « Le magasin, les méchants hommes avec les bandanas rouges, s'il vous plaît. » T.M.N. se leva. La décision avait été prise dans l'espace d'un battement de cœur. Il boutonna sa veste de costume, son visage se durcissant en un masque de résolution mortelle. Le chagrin était toujours là, mais maintenant il avait une cible. « Prenez les voitures, » commanda-t-il, marchant vers la porte sans regarder en arrière. « Et amenez le docteur. » Les rues de la ville devinrent un flou de traînées néons et d'asphalte, glissant de pluie, comme le convoi déchira à travers le quartier. 3 berlines noires blindées se déplacèrent en formation serrée et agressive, fendant le trafic de fin de nuit comme la proue d'un brise-glace. Ils ignorèrent les feux rouges et les limitations de vitesse, les lois de la route se dissolvant face à l'urgence de l'empereur. À l'intérieur du véhicule de tête, l'atmosphère était suffoquamment tendue. Jada s'assit perché sur le bord du siège en cuir cousu main, ses pieds touchant à peine les tapis de sol moelleux. Elle semblait incroyablement petite contre le vaste intérieur sombre de la voiture de luxe. Sa robe rose une anomalie frappante dans un monde de costumes anthracite et de bronze à canon. Elle tremblait, ses mains agrippant la sangle de la ceinture de sécurité sur sa poitrine, comme la voiture prit un virage serré, les pneus gémissant contre le trottoir. À côté d'elle, Lee T.M.N. était une statue de violence contrôlée. Il n'avait pas parlé depuis qu'ils avaient quitté le club, mais l'air autour de lui crépitait d'une énergie terrifiante. Il était en train d'être la vedette dehors, la fenêtre teintée, sa mâchoire si serrée qu'un muscle s'ébouriffait près de son oreille. Il ne regardait pas les bâtiments qui passaient, il faisait des calculs, visualisant la disposition des rues et se préparant à la violence qui était requise de lui. Le col déboutonné de sa chemise révélait le dragon sur sa poitrine, qui semblait monter et descendre avec ses respirations lentes et profondes. Jada lui lança un coup d'œil, ses yeux grands et humides. Pour le reste du monde, il était un monstre, un homme qui commandait la peur avec un simple lever de sourcils. Mais pour elle, dans le bourdonnement silencieux de la voiture à toute vitesse, il était la seule chose solide dans un monde qui s'effondrait. Elle renifla, le son petit et pathétique dans le silence lourd. Le regard de T.M.N. changea. Il ne tourna pas entièrement sa tête, mais ses yeux glissèrent vers elle. Il vit la façon dont ses tresses perlées tremblaient avec chaque vibration du moteur. Il vit la contusion se former sur son petit poignet, où elle avait probablement été saisie. La vue de cela fit couler son sang-froid, plus froid qu'il ne l'avait été depuis des années. Ce n'était pas la froideur détachée des affaires. C'était la focalisation glacée et acérée d'un prédateur protégeant les siens. « Nous sommes proches, » dit T.M.N., sa voix basse et rauque. Ce n'était pas un confort exactement, mais une déclaration de fait, une promesse. Il atteignit dans la poche de la porte et tira un mouchoir blanc propre. Sans la regarder, il l'offrit. Jada hésita une seconde, puis le prit avec des doigts tremblants, s'essuyant le nez. « Chauffeur, T.M. commanda, son ton ne laissant aucune place à l'échec. Plus vite, le moteur rugit en réponse, la G-force les poussant en arrière dans leur siège, comme le convoi accéléra vers le chaos les attendant. Le dragon était réveillé et il amenait une tempête avec lui. Le convoi ne se gara pas. Il occupa la rue.
Les 3 berlines noires s'arrêtèrent en grinçant devant la boutique et le salon de tressage de Case, bloquant efficacement la route étroite et jetant de longues ombres menaçantes sur le trottoir fissuré. Le quartier était silencieux, le genre de silence qui vient des gens sachant mieux que de regarder par leurs fenêtres quand le problème frappe à la porte. Mais le salon lui-même était une cacophonie de destruction. À travers la grande fenêtre avant, qui était déjà toile d'araignée de fissures, la violence se déroulait en haute définition. À l'intérieur, l'air était épais du goût chimique des produits capillaires renversés et de l'odeur âcre de la peur. Des chaises étaient renversées, des miroirs étaient brisés, des éclats de verre scintillant sur le linoleum comme des diamants dans la poussière. Jada se jeta vers la poignée de porte. Un cri désespéré se coinça dans sa gorge, mais la main de Timin jaillit, se refermant sur son épaule. Ce n'était pas rugueux, mais c'était inamovible. « Reste », ordonna-t-il. Sa voix était basse, vibrant d'un ordre qui contournait le cerveau et allait directement à l'instinct. « Ne bouge pas avant que je dise. » Jada se figea, des larmes coulant sur son visage comme elle pressait ses petites mains contre la vitre teintée. À l'intérieur, sa mère, Kessisha, était à genoux au milieu de l'épave. C'était une belle femme, son visage fort, mais actuellement tordu de terreur. Debout au-dessus d'elle était un homme en gilet de jean effiloché, serpent. Il tenait une batte de baseball en métal lâchement dans une main, la tapotant rythmiquement contre sa cuisse. Il criait, sa salive volant comme il gesticulait vers la caisse vide. Timin regarda la scène avec une clarté terrifiante. Il vit Serpent saisir une poignée de cheveux de Kwesa, tirant sa tête en arrière pour la forcer à le regarder. Il vit la façon dont Kesha tressaillit, non pour elle-même, mais jetant un coup d'œil vers l'arrière-salle où elle avait caché sa fille, inconsciente que Jada s'était déjà échappée. Ce regard, cet instinct maternel désespéré, sacrificiel, frappa l'équipe en comme un coup physique. C'était le même regard que sa femme lui avait donné des moments avant la fin. Le souvenir n'apporta pas de tristesse cette fois. Il apporta du feu. Un changement se produisit sur le siège arrière de la berline de luxe. La pression de l'air sembla chuter. L'empereur calculé, à l'esprit commercial qui s'inquiétait des marges bénéficiaires et des traités de police disparus. À sa place, quelque chose d'ancien et de violent commença à se dérouler. Le dragon sur sa poitrine sembla brûler contre sa peau. Taches, hommes débouclèrent en sa ceinture de sécurité. Le son était un clic aigu qui résonna comme un coup de feu dans la voiture silencieuse. Il ne vérifia pas son arme. Il n'en avait pas besoin. Il lissa le devant de sa chemise blanche déboutonnée, ses yeux ne quittant jamais l'homme avec la batte. « Regarde », chuchota-t-il à Jada, sa voix dépourvue de toute chaleur humaine. Il ouvrit la portière de la voiture et sortit dans la nuit. Le dragon endormi s'était réveillé et il avait faim. La cloche au-dessus de la porte tinta, un son joyeux, accueillant qui semblait grotesquement hors de propos. Comme Lead Traitman entra dans le salon, le son coupa à travers les cris comme un rasoir, faisant geler les 5 membres du gang. Serpent, le chef, se tourna lentement, la batte de baseball en métal reposant paresseusement sur son épaule. Il regarda T-Tread-Homme de haut en bas, appréciant la chemise blanche chère et la montre en or et ricana. Garçon riche perdu, Serpent se moqua, crachant sur le sol près de Quisher, citation droite, comme jambe tremblante. Rendez-vous seulement, T. Treadman ne parla pas. Il ne cligna même pas. Il atteignit simplement derrière lui et tourna le pain dormant sur la porte vitrée. Le clic fort résonna dans la petite pièce, finale et absolue. Ce n'était pas pour les garder dehors, c'était pour les enfermer dedans. Dehors, le garde du corps massif qui avait conduit la voiture de tête s'avança directement devant la fenêtre de Citation Juste. Jada essaya de regarder autour de lui, ses petites mains pressant contre la vitre, mais la large veste de costume de l'homme devint un mur de laine noire. « Les yeux sur moi, petite, dit-il à travers la vitre, sa voix étouffée mais ferme. Cette partie n'est pas pour toi. »
À l'intérieur, la violence explosa avec une vitesse terrifiante. Un des laquais de serpent se jeta le premier, tirant un couteau à cran d'arrêt. T-Tray homme ne reculèrent pas. Il s'avança dans l'espace, son mouvement un flou d'énergie cinétique. Il attrapa le poignet de l'homme, le tordant avec un craquement écœurant qui fit tomber l'attaquant à genoux, avant de lui asséner un coup de pipette précis et dévastateur à la poitrine qui l'envoya voler dans une chaise de coiffure. La pièce éclata, Serpent balança la batte, visant la tête de T-Mink. Dashman s'esquiva sous l'arche de l'arme avec la grâce d'une danseuse, le vent du balancement ébouriffant ses cheveux. Il se leva et enfonça son coude dans les côtes de Serpent, l'impact sonnant comme un coup de feu. Serpent haleta, laissant tomber la batte comme l'air quitta ses poumons. Mais T-Tray n'avait pas fini. Ce n'était plus des affaires, c'était personnel. Il se déplaça à travers les hommes restants comme de l'eau, fluide et imparable. Il en claqua un la tête la première dans un miroir, le verre se brissant en 1000 diamants autour d'eux. Un autre essaya de courir, mais Tashman l'attrapa par le col, le projetant sans effort par-dessus le poste de shampoing. C'était d'une fureur déboutonnée, brute, viscérale et efficace. Il n'y eut aucun mouvement gaspillé, seulement le démantèlement brutal de brutes qui avaient oublié leur place dans la chaîne alimentaire. En 30 secondes, le salon fut silencieux à nouveau, sauf pour les gémissements d'hommes brisés se tordant sur le sol. Serpent gisait haletant au pied droit de T-Man, du sang bouillonnant de son nez. T-Man se tenait au-dessus de lui, sa poitrine haletant légèrement. Le tatouage de dragon sur sa poitrine maintenant luisant de sueur. Il ajusta ses poignets, son expression retournant à ce masque d'indifférence froide, bien que ses yeux brûlaient d'un feu persistant. Il regarda Kessa, qui était en vedette en le regardant sous le choc. Réalisant que le monstre qu'elle craignait venait de manger les loups, le silence qui suivit la violence fut plus lourd que le bruit. Les seuls sons dans le salon en ruine étaient les respirations saccadées des hommes inconscients sur le sol et les pleurs doux et terrifiés de Kwesa. Les trois hommes ne regardèrent pas les corps qu'il avait démantelés. Pour lui, ils n'étaient plus des menaces. C'étaient des obstacles de refus qui avaient été retirés avec un préjugé nécessaire. Il atteignit dans sa poche et récupéra son téléphone. Ses jointures légèrement meurtries, mais sa main ferme. Il ne composa pas le 911. La police posa des questions. T-Demon traita en solution. Il pressa un seul numéro de composition rapide. « Dr. Choi », dit T-Man, sa voix plate et dépourvue d'adrénaline. « J'ai un code blanc au coin de la 4e et Main. Trousse de traumatisme 2 minutes. » Il raccrocha avant qu'une réponse ne puisse être donnée. Keza pressait une serviette sur une coupure sur son front, le regardant avec des yeux grands et tremblantes. Elle regarda du dragon tatoué sur sa poitrine au tas de membres du gang gémissant. « Qui êtes-vous » bégaya-t-elle, reculant comme il s'avança vers elle. T-Traitman s'arrêta, lui donnant de l'espace. Il boutonna ses manchettes, cachant l'encre, mettant effectivement le monstre de retour dans sa cage. « Je suis l'homme que votre fille a trouvé », dit-il simplement. Avant que Keza ne puisse traiter cela, la porte d'entrée claqua. Le garde du corps massif dehors le déverrouilla et un flou de rose se précipita dedans. Mamanjada frappa la poitrine de sa mère comme une collision, enfouissant son visage dans le coup de Quaesor citation juste. La femme s'écroula, enveloppant ses bras autour de son enfant, se balançant d'avant en arrière dans le verre brisé. T-Dashman les regarda, son expression illisible, bien qu'une douleur fantôme pulsait dans sa poitrine. C'était une scène qu'il avait jouée dans ses rêves 1000 fois, des retrouvailles qu'il n'eut jamais. Moins de 86 secondes plus tard, la rue dehors était baignée dans la lueur blanche des phares. Une camionnette noire mate, non marquée et élégante, s'arrêta en grinçant derrière T-Man. Les portes latérales s'ouvrirent et 4 hommes en blouse tactiques sombres se déversèrent. Ils ne ressemblaient pas à des ambulanciers.
Il ressemblait à une équipe d'opérations spéciales armée de stéthoscopes. Ils balayèrent dans le salon avec une efficacité exercée. Pas de sirène, pas de bavardage radio. 2 d'entre eux déplacèrent les membres inconscients du gang dans un tas dans le coin pour dégager le sol, tandis que le docteur Choi, un homme aux yeux perçants avec des tempes grisonnantes, s'agenouilla à côté de Kesa. Monsieur Lee, le docteur hocha la tête une fois à son patron avant de tourner son attention vers la femme. Il ouvrit un étui métallique qui semblait plus militaire que médical. « Madame, j'ai besoin que vous regardiez cette lumière. Nous allons nous occuper de cette coupure. Vous êtes entre les meilleures mains de la ville. » Kessa regarda autour d'elle, déconcertée. Elle vit l'équipement cher, l'efficacité respectueuse de l'équipe et la façon dont tout le monde s'inclinait devant l'homme silencieux, en chemise blanche, se tenant près de la fenêtre. Ce n'étaient pas des soins d'urgence. C'était le genre de service réservé au président et au roi. THH tourna le dos à la pièce, regardant fixement la rue sombre. Il avait apporté la violence pour les sauver, mais c'était ses ressources, l'empire qu'il avait bâti sur le sang qui les guérirait. Pour la première fois en 5 ans, le pouvoir qu'il exerçait se sentit comme quelque chose d'autre qu'un fardeau. Le garage de minuit était moins un atelier de mécanique et plus un cimetière de pièces volées, une boîte en béton au bord du district, où le gang de rue comptait leurs billets froissés. C'était un endroit qui sentait l'huile et l'arrogance, un sanctuaire pour les hommes qui pensaient posséder la nuit. Cette illusion se brisa au moment où la porte de baie en acier gémit vers le haut, révélant Lee Tiemann debout dans la lumière du projecteur comme un jugement d'en haut. Il n'amena pas une armée cette fois. Il amena seulement 2 hommes et un calme terrifiant distinct. À l'intérieur de la haute direction du gang, un homme nommé Kingston et 3 de ses lieutenants se précipitèrent de leur table de poker, les mains dérivant vers les ceintures. Mais ils s'arrêtèrent quand ils virent un serpent, leur meilleur exécuteur, jeté sans cérémonie sur le sol en béton à leurs pieds, battu et à peine conscient. « Nous pouvons gérer ça comme des hommes d'affaires », balbutia Kingston, sa bravade antérieure s'évaporant sous le regard aux yeux morts de Tiemann. « Quoique la maman de cette fille vous doive, nous pouvons le doubler. » Argent, Tiemann l'ignora. Il marcha vers l'établi graisseux, dégagea un espace parmi les bougies d'allumage et plaça un carnet immaculé relié en cuir sur la surface. Il cliqua un stylo en or, le son résonnant dans le garage silencieux. Facture médicale pour trauma et lacération, 15 000, dit Tiemann, sa voix douce presque ennuyée. Il écrivit le chiffre dans une écriture élégante. Dommages structurels à la propriété commerciale, 8 000. Perte de revenus commerciaux, 5 000. Il leva les yeux, ses yeux se fixant sur Kingston. Détresse émotionnelle à un mineur. Incalculable. Mais appelons ça 50 000 pour le désagrément. Kingston cligna des yeux, transpirant. Alors 78 000. Je n'ai pas ce genre d'argent liquide sur place, mec. Mais donne-moi un week-end. Je ne veux pas ton argent, Tiemann interrompit, fermant le carnet d'un claquement. L'argent est facile. De l'argent que vous pouvez voler. Je veux quelque chose de plus précieux. Je veux votre temps. TM s'approcha, le tatouage de dragon dépassant de son col, semblant respirer avec lui. À partir de demain à l'aube, vos hommes retourneront au salon. Vous balayerez le verre. Vous peindrez les murs. Vous installerez de nouveaux luminaires. Et vous le ferez en portant des uniformes que je fournis sous la supervision de mes gardes. Kingston rit nerveusement, pensant que c'était une blague. Vous voulez que nous jouions le concierge? Nous dirigeons ces rues. Vous avez dirigé ces rues. Tiemann corrigea, sa voix tombant à un chuchotement qui portait plus de poids qu'un cri. Il tendit la main et ajusta le col de Kingston, un geste qui était intime et terrifiant. Maintenant, vous travaillez pour le quartier que vous avez essayé de casser. Si un seul pinceau est déplacé, ou si j'entends qu'un de vos hommes a même mal regardé cette petite fille, la dette sera payée en sang au lieu de travail. Il se retourna et s'éloigna.
laissant le carnet sur le banc. Ce n'était pas une négociation. C'était une sentence. L'empereur avait parlé et les loups étaient maintenant ses chevaux de travail. 3 mois plus tard, la cloche au-dessus de la porte de la couronne et gloire de Quishtinta. Mais cette fois, le son n'était pas un avertissement. C'était une mélodie dans une symphonie de rire, de sèche-cheveux et de commérages. La cicatrice dentelée de la fenêtre brisée avait été remplacée par un verre renforcé immaculé qui brillait sous le soleil de l'après-midi. L'odeur de la peur et des produits chimiques renversés avait disparu, remplacée par les odeurs chaudes et douces de beurre, de karité et de vanille. Le salon était bondé. Des femmes remplissaient chaque chaise, leur conversation créant un bourdonnement vibrant de vie qui se répandait sur le trottoir. Mais au moment où l'homme grand, aux larges épaules en costume anthracite franchit la porte, un silence tomba sur la pièce. Ce n'était pas le silence terrifié du passé, cependant. C'était une pause respectueuse. Le quartier savait qui avait payé les rénovations. Il savait dont l'ombre gardait la rue en sécurité la nuit. Lee T-Man retira ses lunettes de soleil, ses yeux balayant la pièce non pas pour des menaces, mais pour des visages familiers. Il se portait toujours avec la grâce dangereuse d'un chat de la jungle. Le tatouage de dragon caché sous une chemise Oxford impeccable, mais la tension dans sa mâchoire s'était relâchée. « Vous êtes en retard, Monsieur Lee. » Une petite voix gazouilla de l'arrière. Jada se tenait près de la station de séchage, les mains sur les hanches, ayant l'air en tout point de la gérante qu'elle prétendait être. Elle portait une nouvelle robe, jaune vif comme une jonquille, et ses tresses étaient fraîches et complexes. Kousa leva les yeux d'une cliente, souriant, un sourire sincère et radieux qui atteignait ses yeux. « Ne fais pas attention à elle, elle rit. Elle vérifie l'heure depuis midi. » TM ne sourit pas, mais le coin de sa bouche tressaillit, une fissure microscopique dans la façade de marbre. Il marcha vers la chaise de coiffure vide que Jada tapotait emphatiquement. Au choc des nouveaux clients, le terrifiant empereur du monde souterrain s'assit obéissant, son cadre massif ayant l'air presque comique dans la chaise de salon. « Mes cheveux vont bien, » T-Man déclara, sa voix un grondement bas. « C'est ennuyeux, » Jada corrigea, grimpant sur le tabouret derrière lui. « Il a besoin de saveur. » Pendant les 10 minutes suivantes, l'homme le plus dangereux de la ville resta parfaitement immobile pendant qu'une file de 7 ans peignait à travers ses cheveux lissés vers l'arrière. Ses gardes du corps, se tenant dehors près de la berline noire, regardaient à travers la fenêtre avec des expressions déconcertées, mais ils savaient mieux que d'intervenir. « Fini !» Jada annonça triomphalement. T-Man se pencha en avant pour regarder dans le miroir. Et tant la vedette de retour vers lui était le même visage dur qu'il avait ordonné des coups et démantelé des gangs. Mais là, juste au-dessus de son oreille droite, clipsée fermement dans ses cheveux foncés, était une barrette papillon rose néon vif. C'était ridicule, c'était indigne, c'était complètement contraire à tout ce que l'empereur représentait. T.M. regarda le reflet de la petite fille rayonnante derrière lui. Il toucha le papillon en plastique doucement, comme s'il était fait de verre. Pour la première fois en 5 ans, le fantôme dans ses yeux s'estompait, remplacé par quelque chose de chaud et vivant. « C'est acceptable, » dit-il. Somnité comme Jada rigola et lui serra le cou. Lee T-Man réalisa qu'il n'avait pas juste sauvé un salon. Dans le processus de réparer leur monde brisé, ils avaient réussi à le réparer aussi. La fin. Si vous aimez cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne et laisser un like